Pan-African Media pour une Afrique souveraine et unie. Bienvenue sur Pan-African Media pour une Afrique souveraine et unie. C'est bien sûr le deuxième numéro consacré à la 15e édition du sommet BRICS qui se tient donc du côté de l'Afrique du Sud, principalement dans la ville de Johannesburg. Nous l'avons annoncé déjà dès l'entame hier. Nous accompagnons donc ce grand sommet et ce donc jusqu'à la fin. Il y aura bien évidemment un NAFTA Summit qui se déroulera donc dans ce même plateau vendredi prochain, c'est-à-dire au lendemain justement de cette 15e édition du sommet BRICS comptant justement pour l'Afrique. Et nous rappelons que le thème tourne beaucoup plus autour de l'Afrique. On parle d'inclusivité, de partenariat, mais surtout de développement sur le continent africain, notamment avec les grands barons, ou du moins les grands pays économiques qui sont donc membres influents du bloc Brésil, Russie, Inde, Chine et depuis donc quelques années l'Afrique du Sud. Et donc pour en parler aujourd'hui, nous sommes en compagnie d'un autre expert de la finance, mais il aime se caractériser dans la finance, j'ai envie de dire numérique. J'ai nommé Dr Ndouma. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Linda Ledi, c'est moi qui vous remercie pour cette autre invitation. Je veux dire félicitations parce que je découvre ce nouveau cadre somptueux de Pan-African Media TV. Ça veut dire que le combat prend de plus en plus de l'ampleur. Et comme je vous l'ai parfois rappelé, quand l'occasion sied, vous êtes parmi les plus grandes dames d'Afrique dans ce combat. Et je pense que la jeunesse, surtout féminine, devrait s'inspirer de tout ce que vous faites pour l'Afrique. Merci. Merci également à vous, Dr Ndouma. Merci aussi, on va le dire, outre votre expertise tout le temps partagée, notamment dans les différents programmes de télévision, je voudrais rappeler également à nos téléspectateurs que voilà, vous êtes également auteur de ce magnifique livre qui parle encore de la finance. Je le disais, c'est un expert en économie, mais spécialisé dans la finance. Et là, il nous propose notamment blockchain, bitcoin, stablecoin, stablecoin, disruption monétaire et financière au centre Afrique. Et on peut remarquer justement là le grand professeur Faustin Archange Touadéra. Nous en saurons davantage tout à l'heure. Le temps pour nous justement de prendre cet élément et juste derrière nous pourrons revenir commenter et surtout essayer de comprendre pourquoi, même si certains ont la réponse, pourquoi l'un des plus grands présidents du monde actuellement, le plus aimé, le plus adulé, qui est Vladimir Poutine, n'est pas présent physiquement du côté de l'Afrique du Sud. Mais par contre, son très cher ami avec qui ils ont justement renforcé les relations il n'y a pas très longtemps, il s'agit du président, du roi de l'Empire du Milieu, autant pour moi, M. Xi Jinping, qui confirmait dans cet élément sa venue prochaine, finalement actée officielle du côté de l'Afrique du Sud. Les BRICS ont pour mission de stimuler le partenariat par la rivalité. Selon l'ambassadeur sud-africain en Chine, Siyabonga Kwele, la politique des BRICS se concentre sur le maintien et le développement de partenariats et non sur la rivalité et la concurrence entre les participants. Le diplomate a expliqué pourquoi le mécanisme des BRICS devient de plus en plus attractif pour de nombreux pays. Le point paix est donc au sommet des négociations. Puis, il y a la réformation du système de gouvernance mondiale sous les auspices de l'ONU, y compris l'ONU elle-même, afin qu'il devienne inclusif. Alors déjà, quelques semaines avant le début de cette 15e édition, il y a que certains chefs d'État parlaient déjà, c'était bien avant la sortie du thème officiel, ils parlaient déjà des relations inclusives, mais surtout de développement vraiment 50-50 avec le continent africain. Selon vous, qu'est-ce qui peut justifier cela? Alors, le développement entre les pays des BRICS et l'Afrique. Alors, je pense que nous sommes dans un processus qui évolue. C'est un processus qui, en réalité, a été déclenché en 2009, après la crise des subprimes. C'est bien de le rappeler, parce que après cette crise-là, le monde a réalisé qu'il était dangereux de rester focalisé sur le système
monétaire et financier des Bretton Woods, c'est-à-dire sous l'hégémonie des États-Unis. Et c'est d'ailleurs pour ça que les BRICS ont été créés en 2009. Donc les pays ont commencé à prendre conscience de ce qu'il fallait commencer à commercialiser avec d'autres monnaies, et les BRICS se sont formés pour conforter leur position dans ce sens. Le déclic, le principal déclic, c'était très récemment avec le lancement de l'opération spéciale russo-ukrainienne qui a abouti à des sanctions, n'est-ce pas, du monde que je qualifie d'impérialiste, parce que c'est d'ailleurs le cas, porté par les États-Unis et ses alliés. Ces sanctions ont accéléré, n'est-ce pas, la hargne de la Russie à pouvoir répondre adéquatement à ce qui avait été pris comme sanctions. Vous vous souvenez, aujourd'hui on parle de près de 14 000 sanctions contre un pays. Mais en réalité, si ces sanctions avaient les effets escomptés, la Russie disparaîtrait carrément de la scène internationale. Mais ce n'est pas le cas, parce que on a plutôt l'impression que la réaction de la Russie a permis que la Russie conforte sa position tant géopolitique que géoéconomique. C'est ce qui a accéléré, n'est-ce pas, la constitution du deuxième pôle mondial. Parce qu'on parle de multipolarité, en réalité, il y a deux pôles qui sont en train de se former davantage. Le pôle des G7, les États-Unis et les alliés, la France, l'Allemagne, l'Italie, le Canada, le Japon, la Grande-Bretagne. Et puis, on a les BRICS qui ont compris qu'il fallait ouvrir davantage, n'est-ce pas, cette alliance-là aux autres pays, et particulièrement aux pays africains, qui jusque-là étaient caractérisés par les uns comme les non-alignés, mais par d'autres comme les neutres opportunistes. C'est-à-dire que les impérialistes estiment que les pays qui ne sont pas avec eux, n'est-ce pas, sont neutres opportunistes, parce qu'ils ne se déclarent pas être contre les autres. Donc, les Africains ont compris qu'il fallait davantage renforcer, n'est-ce pas, leur positionnement en se rapprochant des BRICS et aujourd'hui en formalisant véritablement leur adhésion à cette alliance qui s'est officiellement prononcée à l'ouverture. Alors, parlons de cette adhésion, justement. Qu'est-ce qui peut aujourd'hui justifier que malgré ce qui est déjà connu, peut-être par une bonne partie des citoyens africains, qu'est-ce qui peut justifier qu'il y ait encore certains pays du continent qui sont rétractaires, qui ne font pas entièrement confiance? Il y en a même qui ont été invités, mais qui ont préféré plutôt se faire représenter. Alors, à mon avis, il peut y avoir 3 ou 4 raisons à évoquer. La première raison doit être liée au fait que nous avons des pays, la plupart des pays africains, qui sont issus de la colonisation et qui ont hérité des textes fondamentaux, c'est-à-dire des constitutions qui n'ont pas été élaborés par les 10 pays et qui ont, au-delà d'avoir des textes, mis en place ce qu'on a appelé des accords secrets. Et ces accords secrets qui continuent, n'est-ce pas, d'avoir cours dans les relations entre les différents pays. Donc, l'une des raisons, à mon avis, devrait être rattachée au fait qu'il y a des dirigeants qui savent qu'ils ne dirigent pas véritablement pour le compte des Africains, mais qui se sentent encore liés par un certain nombre d'accords formels, mais aussi des accords mystiques. Parce que vous savez qu'il y a également des adhésions dans des cercles un peu sataniques, des cercles bizarres, qui généralement influencent également les décisions que ces dirigeants-là prennent. Ça, c'est une raison. La deuxième raison est qu'il y a des dirigeants qui ont encore peur. Il y a des dirigeants africains qui ont peur, qui estiment que, parce que beaucoup qui nous ont précédés dans le combat panafricaniste ont trouvé la mort, mais ils ont choisi d'aller jusqu'au bout, jusqu'au sacrifice suprême. Et certains dirigeants aujourd'hui, après l'assassinat du guide Kadhafi, continuent de penser que, et très récemment même d'ailleurs, le marshal Idriss Déby Itno, certains continuent de croire que s'ils font le pas, ils seront assassinés.
Il vous souvient qu'avant le sommet qui s'est tenu à Saint-Pétersbourg récemment, les Américains ont annoncé qu'il y avait des pressions fortes sur beaucoup de chefs d'État africains afin qu'ils ne puissent pas faire le déplacement sur Saint-Pétersbourg. Et ça a failli marcher, ces pressions, parce qu'il y a certains chefs d'État qui l'ont affirmé, avoir reçu notamment des menaces. Et puis, je ne sais pas si c'était de l'ironie. Il y a encore cette image qui me revient en tête lorsque, je crois que c'est le président Macky Sall qui expliquait qu'ils ont eu du mal. Non, c'est le président burundais. Il y a le président burundais, mais il y a aussi le président Sassou Nguesso, voilà, qui expliquait qu'ils ont eu du mal à joindre justement Moscou. Finalement, ils sont arrivés par un jet privé, comme qui dirait sauver justement d'un naufrage. Et là encore, c'est la preuve, ou encore ça démontre à suffisance justement les actes posés par ceux qui sont considérés comme étant les ennemis de la Russie et de l'Afrique. Oui, tout à fait. Ça confirme les actes qu'ils continuent de poser. Parce que vous savez que ces gens-là, avant on croyait qu'ils pouvaient avoir honte. On croyait qu'ils pouvaient avoir honte. On se disait que si on dénonce ce qu'ils veulent faire, ils pourraient s'abstenir. Mais de plus en plus, on comprend qu'ils ont choisi le mensonge comme un outil pour instrumentaliser et assujettir les Africains, mais en même temps qu'ils se passent de la honte. C'est-à-dire qu'ils mentent à ciel ouvert, ils prennent des décisions pour empêcher des rapprochements de manière ouverte. Et donc, ça a contribué à ce que le rapprochement, par exemple en Russie, ne puisse pas avoir lieu entre certains chefs d'État africains et la grande rencontre qui a eu lieu. Mais je te disais également que, comme ça ne concerne pas tous les chefs d'État, il y en a qui sont devenus courageux, il y en a qui ont encore peur et qui n'osent pas. Écoutez, si je prends le cas de la Côte d'Ivoire avec M. Ouattara, qui est un cas très très parlant, mais ce monsieur, je pense qu'il ne fait que ce que, par exemple, M. Macron lui demande de faire. Et ça, c'est connu de tous les Africains. C'est dommage, mais il est encore parmi les quelques chefs d'État africains qui pensent qu'ils doivent vraiment danser à la musique occidentale et notamment impérialiste. Ça, c'est une deuxième raison. Oui. La troisième raison, c'est qu'il y en a qui ont fait un choix. Il y a des chefs d'État qui sont véritablement des endocolons. Parce que cet endocolonat leur donne des privilèges qu'ils ne méritent pas. Des détournements de fonds publics, ils pensent qu'ils sont propriétaires des différents États, n'est-ce pas, qu'ils sont censés diriger au nom du peuple. Et donc, ils s'enrichissent de manière illicite, ils sécurisent leur famille et certains amis, et ils ne pensent pas à l'avenir, ils ne pensent pas que les choses peuvent changer, comme on a vu les changements commencer au Mali, au Burkina Faso, voilà le Niger, etc. Donc, cette catégorie de chefs d'État-là, ce sont des chefs d'État qui doivent disparaître. Parce qu'ils ne sont pas dans la posture de pouvoir changer, n'est-ce pas, et rentrer dans la dynamique panafricaniste qui voudrait qu'on libère totalement les pays africains, qu'ils deviennent souverains et évidemment qu'ils deviennent unis. Parce que ensemble, ces pays seront certainement une grande puissance. Et enfin, maintenant, on a des chefs d'État qui sont en train de changer, qui sont fiers de ce que les peuples sortent, les populations sortent pour dire « nous en avons marre, il n'y a pas de raison que nous ayons autant de richesses, autant de ressources naturelles et que nous soyons qualifiés de pays les plus pauvres au monde. Nous voulons désormais des dirigeants qui vont diriger pour le bien du peuple et à travers ce bien du peuple, ils vont trouver également leur bien. » Voilà donc qui est dit. Mais docteur Ndouma, pour revenir effectivement à la question monétaire, notamment avec la dédollarisation, est-ce que l'on peut justement aujourd'hui se taguer de dire que finalement cette oppression ou encore cet esclavagisme relatif bien sûr à la monnaie tire à sa fin? Est-ce qu'on peut faire confiance aux BRICS pour ce pas-là? Alors, l'esclavagisme monétaire qui est lié à l'hégémonie monétaire américaine ne tire pas encore à sa fin. Il faut que nous soyons réalistes.
en 1975, on avait pratiquement 67% des transactions internationales qui se faisaient en dollars. Les réserves des différents États étaient surtout en dollars. Une partie évidemment en or, parce que c'est la réserve matérielle la plus rassurante, c'est en or. Et aujourd'hui, ce taux est à 44%. Vous voyez, de 67% à 44%, on montre quand même que c'est en train de dégraisser. Oui. Alors, c'est pour ça qu'il y a espoir. Ce qui va accélérer cette décroissance-là, c'est la yuanisation. La yuanisation, c'est-à-dire que, parce que le marché monétaire, c'est comme un gâteau, c'est comme un camembert. Je ne suis pas un grand consommateur de produits qui viennent d'ailleurs, mais ça veut dire que les parts de marché du dollar seront récupérées progressivement par une autre devise ou d'autres devises. Et pour le moment, parce que la Chine, en termes de parité de pouvoir d'achat, est la première puissance économique aujourd'hui, n'est-ce pas? C'est le yuan qui est dans la devise chinoise qui est de plus en plus utilisée dans les transactions entre la Chine et les pays qui ont marre du dollar. Et donc, mais finalement, ce sont tous les pays du monde, à un moment donné, qui ont marre du dollar. Oui. Mais sauf que avec les BRICS, il y a une restriction. Oui. C'est là où se pose une grosse inquiétude. À savoir, est-ce que, malgré la restriction, peut-être les BRICS diront ce sont des garde-fous, parce qu'on ne sait pas avec qui on va travailler. Il y aura forcément des ripoux, il y aura forcément des chevaux de Troie. Alors du coup, il y a cette restriction, ce qui a également posé le problème de l'adhésion, les critères d'adhésion. Mais est-ce que, quand il y a restriction, est-ce que ça ne donne pas plus de temps au dollar de trouver d'autres stratégies pour davantage rester le numéro 1? Bon, la restriction dont vous faites allusion, c'est par rapport à quoi? Aux pays utilisateurs du dollar. Par rapport à la... Oui. Voilà, aux pays utilisateurs du dollar. Parce Oui. qu'en fait, le yuan, c'est justement pour contourner avec ceux qui en ont marre et qui manifestent le ras-le-bol. Tout à fait. Au point de laisser tomber le dollar Oui. pour une nouvelle monnaie ou encore pour la yuanisation. Oui. Mais sauf qu'aujourd'hui, il y a ce frein d'adhésion, enfin le mot adhésion, qui crée quand même aussi un petit problème au niveau des pays qui voudraient intégrer les BRICS. D'accord. Alors, c'est une question extrêmement pertinente. Parce que sinon, on a l'impression qu'il y a un combat, mais qui est mal mené. Ça paraît un peu comme une perte de temps. Alors, le combat à ce stade-ci Oui. se mène entre le G7, c'est-à-dire les pays qui ont choisi, n'est-ce pas, le dollar, et qui d'ailleurs continuent de commercialiser en dollars. Mais il faut dire que même dans le G7, il y a des pays qui sont en train de passer des accords pour faire certaines transactions en yuan. Par exemple, la France récemment. Oui. Okay? La Grande-Bretagne avait déjà créé un comptoir de yuan depuis peut-être une décennie. Donc il y a des pays comme ça qui sont dans le G7, mais qui estiment que le dollar, ce n'est pas leur monnaie. C'est quand même la monnaie américaine. Donc, est-ce que pour utiliser le yuan, Oui. ou bien la devise des BRICS, la future devise des BRICS, est-ce qu'il faut forcément être membre des BRICS? Je dis non. Je dis non. Parce que si vous voulez, vous pouvez ne pas être membre des BRICS et choisir de faire le commerce avec les pays membres des BRICS. En ce moment-là, vous allez utiliser par exemple la devise des BRICS. Parce que les BRICS n'accepteront pas que vous fassiez ce commerce-là avec le dollar. C'est à ce niveau-là, à ce premier niveau qu'il y a ce combat. Donc, quand on est membre des BRICS, on a l'avantage de pouvoir commercialiser rapidement, moins cher, il y a moins de barrières sur tous les plans, qu'elles soient fiscales, qu'elles soient douanières, qu'elles soient même monétaires, parce que l'argent, c'est un produit qu'on vend et qu'on achète. Et donc, généralement, quand nous parlons d'échange, ça veut dire qu'on est en train de vendre une devise contre une autre et vice-versa. Et il y a quelqu'un qui vend. Et dans le cadre de la dollarisation, c'est les États-Unis qui vendent le dollar à tout le monde dans le monde. Et quand c'est vous qui vendez, vous fixez le prix. D'accord? Donc, ça, on voit bien que les choses évoluent, mais à un moment donné, il faudra que
après que les BRICS ont créé leur devise, une devise collective qui doit être adossée sur un panier de devises, parce que n'oublions pas que la monnaie nationale fait partie de l'identité même spirituelle d'un pays. Donc, chaque pays doit avoir sa monnaie. Sur ce plan-là... Voilà, vous me rejoignez justement quand je parle de restrictions. Oui. C'est-à-dire que ça sera peut-être au choix. Je prends un exemple. En Afrique centrale, c'est le franc CFA. Et aujourd'hui, le franc CFA, on le disait encore tout à l'heure, c'est, j'ai envie de dire, c'est la doublure, ou alors doublure, mais en niveau bas du dollar. Tout à fait. Alors, vous êtes un pays de l'Afrique centrale ou encore de l'Ouest, et vous voulez... par exemple, faire des échanges commerciaux avec un pays membre des BRICS qui est dans le yuan. Oui. Comment ça va se faire? Alors, c'est celui qui va imposer quelle monnaie il accepte. Si vous voulez vendre, je prends un exemple, si un pays comme le Cameroun, ce n'est peut-être pas un bon exemple parce que je souhaite que le Cameroun soit membre de l'Alliance internationale des BRICS, mais disons-le, je pense que les téléspectateurs comprennent, si par exemple le Cameroun n'est pas membre des BRICS et veut faire du commerce avec un pays membre des BRICS, par rapport au poids économique entre l'offreur et le demandeur, le Cameroun sera obligé, n'est-ce pas, de faire sa transaction en la monnaie, n'est-ce pas, des BRICS. C'est-à-dire parce que les BRICS seront économiquement plus puissants. Or, ça veut dire aussi que cette transaction-là ne va pas passer dans le système parallèle de Bretton Woods. Parce que le système de Bretton Woods, lui, il existe toujours. On parle du système SWIFT. Donc, dès que je choisis de faire ma transaction en yuan, la Chine ayant mis en place un système alternatif de messagerie financière, cette transaction ne va pas passer par le système SWIFT qui, lui, est contrôlé par les Américains. Et donc, va échapper au contrôle des Américains et de ses alliés tels que la France. Donc, à partir de ce moment-là, le pays, d'abord, n'a plus des retenues au niveau du compte, du fameux compte d'opération, parce que la transaction n'est pas passée par ce système. D'accord? Le pays ne risque pas des sanctions telles que le gel des avoirs, puisque ces avoirs ne sont pas en dollars. Et comme le dollar, c'est une monnaie américaine, on peut donc geler. Les Américains sont propriétaires du dollar où qu'ils soient. Ça veut dire que les réserves d'un pays en dollars, normalement, ces réserves-là appartiennent aux Américains. Parce que les Américains peuvent décider de les geler. Et comme ils ont d'ailleurs fait récemment, 300 milliards de dollars de la Russie. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir ces réserves en dollars depuis qu'on a déclenché le processus de dédollarisation. Mais vous voyez bien que avoir aussi ces réserves en yuan ou alors en une devise des BRICS signifierait la même chose. C'est-à-dire que... Exactement. Voilà, ce serait prendre... Voilà. Ce serait prendre pratiquement le même risque, mais je vais mettre un peu moins puisque je suis bien l'évolution qui doit aboutir à la création de la monnaie des BRICS. Oui. Donc, on suppose que les BRICS aussi pourraient dire, comme ces avoirs sont en monnaie BRICS, on peut aussi les geler. Sauf que ce n'est pas un système de sanctions comme le système de Bretton Woods. On espère que ça n'arrivera pas là. Mais ce sur quoi je voudrais mettre un accent, c'est que la monnaie qui est envisagée, n'est-ce pas, dont la création est envisagée par les BRICS, doit être adossée à l'or, c'est-à-dire à une vraie valeur, une valeur refuge. Et elle doit avoir en plus deux caractéristiques. La première caractéristique, c'est la liquidité. La liquidité ici, ce n'est pas le fait que vous ayez des espèces dans un compte bancaire. La liquidité ici pour un État, c'est la capacité de l'État à déclencher une transaction et qu'elle aboutisse. Parce que vous pouvez avoir de l'argent dans votre compte, madame. Vous déclenchez un virement. Vous avez même 3 millions, vous dites que vous voulez envoyer 1 million à votre fils, je ne sais pas moi, au Kenya. Vous avez fait la transaction et quelques temps après,
vous recevez un message de la banque qui vous dit que votre virement n'a pas pu être effectué. Vous avez l'argent dans votre compte, mais vous n'avez pas pu répondre aux besoins auxquels vous avez voulu. Vous imaginez ce que ça veut dire pour un État qui a des disponibilités financières et qui n'arrive pas à payer, par exemple, une facture, n'est-ce pas, auprès d'un autre pays partenaire, c'est très grave. Donc, la liquidité, ce n'est pas la disponibilité en cash, c'est la capacité de faire de ce cash ce qu'on a choisi de faire. Et les BRICS disent que leur monnaie va permettre que dès qu'on a déclenché une opération, qu'elle aboutisse, que personne, et je souligne personne, je le dis d'ailleurs dans mon ouvrage, que personne ne soit capable de bloquer ou d'annuler la transaction. Ça, c'est très important pour un État. La deuxième caractéristique, c'est la réserve de valeur. Lorsque le dollar appartient à un pays comme les États-Unis ont tous les instruments, les taux de change, les taux d'intérêt, même baisser les quantités de dollars qu'on injecte dans le marché pour pouvoir influencer la valeur du dollar. Donc, si j'ai des réserves en dollars et que le dollar a une valeur de 600, je dis le franc diabolique là, qu'on utilise encore, ok, et que les États-Unis estiment que vos réserves sont très importantes, les États-Unis seuls peuvent décider d'évaluer le dollar. Pourtant, vous avez des réserves en dollars. Donc, je dévalue le dollar et je vous fragilise dans votre capacité à pouvoir être liquide ou solvable. Donc, les deux caractéristiques ont été évoquées. Et donc, dans la deuxième caractéristique, c'est que la devise qui va voir le marché ne sera influencée que par la loi de l'offre et de la demande. Et par personne d'autre. Et ça, c'est très important. Et si c'est le cas, je pense qu'on va voir encore. C'est un deal véritablement B2B qui n'existait pas. Et tout à fait. Jusqu'ici. Où il y avait un suprême et un vassal. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Merci à vous, Dr Ndouma. Nous allons marquer une petite pause. Le temps pour nous, justement, de prendre cet autre élément qui porte justement sur la création de la nouvelle monnaie, qui est donc encore en téléchargement du côté effectivement des pays membres de BRICS et évidemment de ces pays-là qui ont donc pour ambition d'intégrer le bloc, moi je l'appelle BRICS, pour parler de bloc de la révolution monétaire dans le globe terrestre. Tout comme la liste d'adhésion aux BRICS se bouscule, celle des pays prêts à rejoindre l'Alliance BRICS et à accepter la nouvelle monnaie s'allonge également. Sur un ensemble de 19 pays en avril, les chiffres ont grimpé à 41 à la fin de juin. Le nombre total de pays qui pourraient alors défier le dollar américain sur la scène mondiale a ainsi atteint 41. Les pays qui ont manifesté leur intérêt à rejoindre l'Alliance BRICS avant le sommet sont l'Afghanistan, l'Algérie, l'Argentine, Bahreïn, le Bangladesh, la Biélorussie, l'Égypte, l'Indonésie, l'Iran, le Kazakhstan, le Mexique, le Nicaragua, le Nigeria, le Pakistan, l'Arabie Saoudite, le Sénégal et le Soudan, la Syrie, les Émirats Arabes Unis, la Thaïlande, la Tunisie, la Turquie, l'Uruguay, le Venezuela et le Zimbabwe. Les pays en développement qui souhaitent accepter la monnaie BRICS viennent d'Asie, d'Afrique et d'Europe de l'Est. Au total donc, 22 nouveaux pays ont exprimé leur intérêt à entrer dans le bloc et à abandonner le dollar américain dans 2 mois. Le prochain sommet des BRICS se tiendra en août en Afrique du Sud, où le bloc des 5 nations décidera conjointement de la formation d'une nouvelle monnaie. De plus, de nombreux pays d'Afrique restent donc sur la touche et pourraient annoncer leur soutien à la monnaie BRICS. Après son lancement, l'on assiste ainsi donc à une série digne du déclin du dollar aux yeux du monde. Le Bélarus est donc le premier pays d'Europe de l'Est qui a exprimé son intérêt à accepter la monnaie BRICS. D'autre part, la France a également manifesté son intérêt à participer au prochain sommet des BRICS en Afrique du Sud. Selon des estimations, de 2014, les BRICS seraient donc à l'origine de plus de 50% de la croissance économique mondiale au cours des 10 dernières années précédentes.
Et donc, si vous nous rejoignez à l'instant, sachez-le, vous êtes sur Pan-African Média. C'est bien sûr pour une Afrique souveraine et unie. Nous parlons justement de souveraineté parce que c'est vers là que tendent aujourd'hui les nouvelles générations. Et nous en profitons d'ailleurs pour passer le bonjour aux populations du Niger, du Mali et également du Burkina Faso, sans toutefois oublier celle de la République de Guinée-Conakry, parce que ce sont donc des pays au destin finalement liés. Et donc, nous n'allons pas rentrer dans cela. C'était juste, voilà, une fleur que nous envoyons et beaucoup d'encouragement pour ce qui se passe actuellement. Et on espère que peut-être lors du prochain sommet des BRICS, c'est-à-dire à la 16e édition, tous ces pays suscités seront, pourquoi pas, des membres bien évidemment influents des BRICS, pour montrer en fait à la face du monde que voilà, c'est terminé l'ingérence, mais également l'impérialisme. Alors nous revenons à vous, docteur Ndouma. Dans l'élément que nous avons suivi, il y a une partie qui m'a beaucoup plus marqué. L'envie ou encore l'intention de la France à ce moment-là à participer au sommet BRICS Afrique. Sauf que lorsqu'il y a eu la liste des invités, il n'y avait pas la France. Et ça a été comme un coup de massue pour ce pays, pour cet ancien colon, de ne pas participer parce qu'il n'a pas reçu d'invitation pour les BRICS. C'est pas qu'il a reçu et puis il a décliné. Il n'a pas reçu, il n'y avait pas d'invitation marquée Emmanuel Macron, France. Il n'y en avait pas. Qu'est-ce qui peut justifier cela? Alors, la France est un membre du G7, pratiquement membre créateur du G7. Vous savez qu'au niveau de l'Union européenne, la France a toujours eu une position de leader politiquement parlant. C'est vrai que l'Allemagne est le leader économique, financier, industriel, etc. Mais sur le plan politique et diplomatique, la France a toujours cherché à jouer le rôle de leader dans l'Union européenne. Donc, quand vous êtes membre du G7, c'est-à-dire un pays impérialiste déclaré, quand vous avez été un colon sans vergogne, vous continuez aujourd'hui encore de chercher à mater par les mêmes méthodes, parfois un peu subtiles, telles qu'avec le jeton de casino qu'on nous impose encore aujourd'hui, tels que certains accords secrets, dits secrets, qui existent encore dans d'autres pays, tels que, tout à l'heure, vous l'avez évoqué en off, tels que quand il y a un litige, n'est-ce pas, qui concerne une entreprise nationale dans un pays africain, que ça aille se trancher à Paris. Tout ceci, ce sont des aberrations, ce sont des méthodes qui ne concordent pas avec les méthodes utilisées par les pays des BRICS, qui au départ avaient été qualifiés de pays émergents. Mais en passant, rappelons à nos téléspectateurs qu'aujourd'hui, le groupe des pays des BRICS, les 5 pays seulement, économiquement parlant, sont plus puissants que le G7 aujourd'hui. Parce que nous sommes à 31,5%, n'est-ce pas, en termes de pourcentage du PIB des BRICS au PIB mondial. Et pour le G7, on est à 30,7%, n'est-ce pas? Et il y a plusieurs cabinets qui ont fait des analyses. Sans l'adhésion de nouveaux pays, si on continue, si les BRICS continuent comme par le passé, c'est-à-dire les 5 pays seulement, à l'horizon 2028, le PIB des pays des BRICS va passer à 35%, alors que celui des pays du G7 va reculer autour de 27%. Alors, vous imaginez qu'avec l'adhésion d'autres pays qui sont beaucoup plus des puissances, hein, quand on prend l'Afrique, on vous parle de l'Algérie, de l'Égypte, du Maroc, du Nigeria. Même quand pour le moment, l'Algérie est un peu clopinante sur son adhésion ou pas. L'Algérie, bon, voilà. En réalité, je voulais relever le fait que dans la plupart des pays qui adhèrent, ils apportent quelque chose de significatif pour renforcer ce pôle-là économiquement parlant et même commercialement parlant. Donc, la France qui, spontanément, veut s'auto-inviter, c'est une provocation. C'est une provocation parce que les valeurs sont tout à fait antagonistes. Les valeurs des pays des G7 ne sont pas du tout les valeurs des pays des BRICS. Et il est évident que comme les BRICS ne sont pas une ancienne colonie française,
que M. Macron ne pouvait pas prendre l'avion et aller atterrir, n'est-ce pas, à Saint-Pétersbourg. Il s'est auto-invité dans certains pays africains et il est venu. Oui. Il a poussé certains chefs d'État africains à officialiser son invitation, alors que il n'était pas invité par ces différents chefs d'État, on les connaît. Donc, c'est bien, comme on lui a fait savoir qu'il est persona non grata et qu'il est resté dans sa France. Il a suffisamment de problèmes à régler en France. Il faut qu'il en termine d'abord. Il faut qu'il en termine. Est-ce qu'on pourrait parler, on va dire, de disruption de la France au sein des BRICS? Alors, oui, on pouvait parler d'une éventuelle usurpation de la France au sein des BRICS, mais c'est difficile de pouvoir s'infiltrer dans les BRICS sans qu'on ait eu vraiment le laisser-passer, pour faire simple. Maintenant, peut-être que vous vouliez faire aussi allusion à... Pour rentrer avec justement ce magnifique livre qui revient sur, comme je le disais, la finance monétaire, enfin, la finance numérique, moi je préfère le dire ainsi, la finance numérique, au point où vous avez pris pour exemple, vous en avez cité plusieurs groupes, parce que beaucoup de personnes, lorsqu'on parle de crypto-monnaie, s'en tiennent juste à la crypto en elle-même, alors qu'il y a la blockchain, il y a le bitcoin, qui a été découvert récemment grâce bien sûr au professeur Faustin Archange Touadéra. Et donc aujourd'hui, dans un livre, vous avez regroupé tous ces sous-groupes de la crypto-monnaie. Pourquoi le choix surtout? Pourquoi d'abord cette idée? Et puis deuxièmement, pourquoi le choix de la République centrafricaine? Pourquoi le choix du Centrafrique? Déjà, pourquoi l'idée? Alors l'idée, parce que je suis spécialiste en finance des marchés. C'est un parcours que j'ai fait en Allemagne précisément, d'accord, que ce soit mon cycle d'ingénieur ou le PhD, et j'ai fait une autre spécialisation en Suisse dans les questions monétaires. Vous savez que quand on parle de finances, la Suisse est parmi les pays quand même qui... Alors, j'ai pratiquement une trentaine d'années d'expérience dans la finance. Et depuis que le monde est en train de changer, depuis que l'écosystème cryptographique est en train de prendre de la place, j'ai constaté dans des consultations, dans des échanges avec des collègues, dans des recherches, que la question était très mal perçue, elle était même incomprise. Et donc j'ai décidé d'offrir cet ouvrage que je considère comme un chef-d'œuvre parce que je pense qu'il y a suffisamment de la matière dedans. Et donc, pendant que cette dynamique était née, est donc intervenue la décision de son Excellence, le président Faustin Archange Touadéra, d'officialiser le Bitcoin en RCA. Et cette décision, comme vous le savez, c'était la toute première en Afrique, la deuxième au monde, après le Salvador. Beaucoup de pays utilisent le Bitcoin jusqu'à aujourd'hui, même avant le Centrafrique, mais n'avait jamais pris l'initiative d'officialiser le Bitcoin en passant même par une loi, par le Parlement. Le président Touadéra l'a fait. Donc, et quand on connaît le contexte monétaire et financier de la CEMAC, il a fallu oser. Il a fallu de l'audace. Et nous avons vu des réactions des institutions de Bretton Woods et de certains occidentaux qui estimaient que, comme c'est un pays africain, ce n'est pas bon, mais quand ce sont des pays qui sont... Voilà, ça les arrange. Donc, j'ai dit qu'il fallait rendre hommage au président Touadéra par rapport à cette décision historique. Et c'est pour ça que vous voyez en sous-titre, vous allez voir quelque part, vision et leadership exemplaire d'un homme d'État africain. Parce que nous estimons qu'il est un grand visionnaire et il a compris très vite que la monnaie était véritablement l'alpha et l'oméga pour des conditions de développement requises dans un pays. Il faut que je signale, même si vous avez d'autres questions, que c'est un livre sur la finance décentralisée. La finance classique est centralisée parce que l'argent est émis par la banque centrale, contrôlé par la banque centrale, contrôlé par un système d'information qui peut être manipulé par un individu ou par une institution. Les monnaies digitales, adossées à la blockchain et particulièrement le Bitcoin, ne passent pas par une banque centrale, ne sont pas émises par une banque centrale,
Quand je dis les, ce n'est pas toutes, Ok. puisque on verra qu'il y a plusieurs types de monnaies digitales, Ok. mais celle qui fait la révolution et qui est véritablement dans la disruption, c'est le Bitcoin, avec toutes les monnaies digitales qui viennent s'adosser au système de paiement du Bitcoin. Parce que le Bitcoin n'est pas qu'une monnaie, c'est aussi un système de paiement. Et le système de paiement, lui, est contrôlé et géré par la technologie blockchain. Ce n'est pas par un individu. Donc, vous ne pouvez pas déclencher votre transaction dans la blockchain adossée, n'est-ce pas, au système de Bitcoin et quelqu'un bloque la transaction. Quelle que soit la personne, elle ne peut pas bloquer votre transaction. D'accord. Parce que c'est un système décentralisé. Et ça a l'avantage donc de permettre à plus de 80% des citoyens non bancarisés en Afrique, hein, ce n'est pas seulement dans la zone CEMAC. Dans la zone CEMAC, on a à peine 10 à 12% des gens bancarisés. Mais dans l'Afrique aussi, comme le système de banque centrale est un système qui exclut beaucoup de citoyens, les tracasseries pour ouvrir un compte en banque, pour l'entretenir, les frais, etc., les restrictions par rapport aux modalités de transaction. Donc tout ceci fait que beaucoup de gens ne vont pas ouvrir des comptes en banque. Alors qu'avec la technologie blockchain, il suffit de vous connecter sur une plateforme et de créer votre portefeuille. Ça vous prend 1 minute. Et puis vous avez un compte et vous pouvez commencer à faire des transactions en bonne et due forme. C'est pour ça qu'on parle de l'économie inclusive. Parce qu'on ne peut pas exclure des gens du système bancaire et estimer qu'ils peuvent être heureux, ils peuvent faire des transactions. Ce n'est pas possible. D'accord. Alors, restons avec le Sango Coin du président Faustin Archange Touadéra. Pour revenir également à ce sommet, le 15e, il faut le dire, 15e du genre, où au centre des échanges, il y a 2 grands sujets, notamment l'adhésion et le second, qui est bien sûr la nouvelle monnaie BRICS, ou alors la future monnaie BRICS. Oui. Alors, une monnaie adossée sur de l'or. De l'or, je pense qu'il y en a en République centrafricaine. Il y en a un peu partout, au Mali, à Guinée-Conakry. Tout à fait. Alors, c'est une valeur, l'or. Tout comme l'uranium, tout comme le cobalt. Tout à fait. Pourquoi est-ce que le Sango Coin, qui est pratiquement, je vais dire, qui est dans cette logique, vous le disiez encore, était le 2e pays, l'Afrique du Sud avec son Sango Coin était après le Salvador, était le 2e pays à officialiser cette monnaie. Pourquoi est-ce qu'au niveau des BRICS, je tiens à rappeler que la République centrafricaine, notamment Bangui, est la capitale Afrique de l'Ouest et centrale pour l'Alliance internationale des BRICS. Alors, cette capitale a un projet de monnaie, parce que je préfère le dire ainsi, ce n'est pas encore effectif. Ce pays a ce projet de monnaie. Pourquoi ne pas avoir, puisque nous parlons des BRICS, et dans les BRICS, il y a l'Alliance internationale, pourquoi ne pas avoir pensé justement au Sango Coin pour mettre cette monnaie en avant? Est-ce qu'on ne revient pas encore là sur la question de noir et de blanc? C'est un pays africain. Ça aurait peut-être été, je ne sais pas moi, Israël, l'Iran ou le Venezuela, que peut-être c'est ce projet de monnaie numérique ou encore comme le Sango Coin qui aurait peut-être, qui devait être peut-être l'exemple ou alors le début de la monnaie des BRICS. Alors, je suis heureux de constater que les BRICS ne sont pas comme la CEDEAO ou l'Union africaine, où les membres se combattent entre eux, où on est prêt à faire la guerre à un membre de l'association qui est supposé être protégé par l'association en question. Les BRICS sont dans une dynamique de renforcement de leur pouvoir économique sur le plan mondial, afin d'inverser la tendance hégémonique américaine. Et pour cela, ils ont estimé que pour le moment, la monnaie qui serait mieux indiquée pour que les BRICS fassent davantage de transactions, parce qu'une monnaie, il faut faire les transactions avec elle. Ce sont les flux de transactions qui font de la monnaie sa vitalité et donc donnent de la valeur à cette monnaie-là. Donc, vous savez que les BRICS représentent environ 25% du commerce mondial. Mais la Chine à elle seule, c'est pratiquement 19 à 20%. Vous voyez. Donc, quand on regarde même des critères objectifs, on peut comprendre pourquoi c'est d'abord le yuan qui a été choisi en attendant que
la devise des BRICS soit créée. Or, le yuan est déjà en train d'être utilisé, l'union fait la force, les autres acceptent faire les transactions en yuan, les transactions qu'ils faisaient avant en dollars. Quand vous faites en yuan, ça veut dire que vous avez refusé désormais de faire en dollars. Donc vous fragilisez davantage les 44% dont j'ai parlé tout à l'heure du dollar. Donc ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que tout en saluant le fait que le siège des BRICS, de l'Alliance internationale des BRICS, soit en Centrafrique, le Centrafrique n'est pas encore un pays membre de l'Alliance internationale des BRICS. Formellement, pas encore, mais je parle tout le temps à croire que ce pays qui nous est cher va devenir aussi membre de l'Alliance dont il abrite le siège. La troisième chose que je voudrais dire, c'est que les questions monétaires sont hautement souverainistes. Et c'est pour ça que je disais quelque part que, quel que soit le nombre de monnaies qu'il y aura au monde, chaque pays doit avoir sa monnaie. Parce que cette monnaie fait partie de l'identité patriotique de ce pays-là. Donc, c'est pour ça qu'on parle d'un panier de devises auquel on va adosser une monnaie commune. Parce que chaque pays a besoin d'avoir sa monnaie. Donc, maintenant, vous avez évoqué le Sango Coin. Et quand on évoque le Sango Coin, après avoir parlé du Bitcoin, il faut rappeler aux téléspectateurs que le Bitcoin et le système de paiement Bitcoin est le seul système décentralisé parmi les crypto-monnaies. Le seul système décentralisé, c'est-à-dire là où un individu n'a pas une influence sur les transactions qui se font. Et le président Touadéra a innové, là encore c'est révolutionnaire, en faisant adosser le Sango Coin sur ce qu'on appelle une sidechain du Bitcoin. C'est-à-dire que le Sango Coin est une crypto-monnaie décentralisée. Et ça, beaucoup de gens ne le savent pas. Donc, cette caractéristique-là aurait pu amener les BRICS à s'intéresser au Sango Coin. Mais, comme je l'ai dit, le Centrafrique n'est pas membre des BRICS, pas encore. Et la première étape du combat, c'est de fragiliser le dollar. Et on ne saurait le fragiliser en utilisant le Sango Coin. Je suis parfaitement d'accord avec vous et j'espère également que nos téléspectateurs le sont également. C'est vrai que nous allons déjà vers la fin de ce magnifique entretien. Voilà, dommage. Mais avant de partir, j'aimerais quand même que vous placiez un mot sur ces premières obligations sur le rand sud-africain. D'accord. Vous savez que les obligations, ce sont les titres de créance. Oui. Ce sont des titres de créance, c'est-à-dire que c'est des titres qui peuvent être émis soit par des États, mais c'est surtout les États qui émettent les obligations. Par exemple, les bons de trésor, c'est un type d'obligation, ou des entreprises qui demandent, n'est-ce pas, à une certaine cible de pouvoir leur prêter de l'argent, n'est-ce pas, pour développer un certain nombre de projets et rembourser dans des conditions qui sont définies à l'avance. Donc, une obligation, quand elle est émise, elle peut être achetée par les populations, par des institutions, par d'autres banques même. C'est-à-dire qu'on prête de l'argent à l'État pour, par exemple, construire un pont. Ça peut être sur 5 ans, ça peut être sur 10 ans, sur 20, ça peut être même sur 30 ans. Parce que généralement, quand on émet un emprunt obligataire, c'est parce qu'il y a des grands projets qu'on veut financer. Et ces grands projets, c'est généralement le moyen et surtout le long terme. Alors maintenant, l'obligation qui est adossée sur le rand sud-africain, sur le rand sud-africain, alors que cette obligation est mise dans le cadre, n'est-ce pas, des BRICS, c'est-à-dire de ce partenariat-là, à mon avis, peut se justifier. Le choix du rand surtout. Oui. Le choix du rand peut se justifier par on va dire sa faiblesse. Parce que il faut savoir que de 2009 à aujourd'hui, quand nous prenons par exemple le rial brésilien, il a perdu environ 41% de sa valeur pendant tout ce temps. Si nous prenons
le roupie indien, le roupie indien, on est à pratiquement 68% à peu près de sa valeur. Si on prend l'autre pays, parce qu'on a l'Inde, on a le Brésil, la Russie. Si on prend le rouble a perdu pratiquement 43% de sa valeur jusque-là. Mais commence à reprendre, n'est-ce pas, depuis que la Russie a décidé de ne plus vendre en dollars. Oui. Voilà, donc ça prend de la valeur. Il n'y a que la Chine, pendant cette période-là, qui a vu le yuan augmenter de pratiquement 13% sur sa valeur. Le rand sud-africain a perdu près de 3/4 de sa valeur. 3/4. Donc, c'est la devise la plus faible parmi les 5. C'est ce que je voulais relever. Et parce qu'elle est plus faible, c'est mieux de faire une émission obligataire à travers cette devise, parce qu'après, il faut que les gens achètent les obligations. Si elles sont moins chères, les gens achètent plus rapidement, ils sont contents, et le taux qui sera assorti sera plus intéressant que si on a des obligations qui sont chères. Mais je pense que c'est juste un tremplin. D'accord. Alors, pour sortir, comment est-ce qu'on se procure l'ouvrage? Alors, l'ouvrage sera sur le marché dans environ une semaine. D'accord. Il est édité par la maison d'édition Éclosion à Yaoundé, c'est au Cameroun. Évidemment, on peut appeler là-bas pour déjà réserver son exemplaire, si vous permettez. D'accord. Le numéro, c'est le 678 70 40 86 ou le 698 03 15 02. Si vous voulez joindre l'auteur lui-même, vous pouvez également appeler le 673 98 pardon. Non, je reprends. 673 oui. 88 75 98. Voilà donc ça, c'est le numéro qui est dit. de Et c'est sur ce que nous vous disons merci, Dr Ndouma, d'avoir justement accepté cette invitation et pourquoi pas de venir éclairer nos chers téléspectateurs, parce qu'il y en a beaucoup parmi eux qui souhaiteraient être des hommes d'affaires, qui souhaiteraient justement être les patrons des billets de banque. Ou alors dorénavant, des pièces d'or, on va le dire ainsi. Ouais. Et il était très important aujourd'hui de savoir où est-ce qu'on va, avec quelle monnaie est-ce qu'il faut fonctionner, ou encore dans quel système il faut finalement adhérer. Merci encore pour cet honneur. Madame Lydie, c'est moi qui vous dis merci. Et chaque fois que vous allez me solliciter, chaque fois que Pan-African Media TV va me solliciter, je n'hésiterai pas de faire le déplacement. Merci. Et merci également à vous, chers téléspectateurs, d'avoir encore été des nôtres pour cette seconde sortie en ce qui concerne Parlons BRICS, votre programme économique de Pan-African Media pour une Afrique souveraine et unie. Pan-African Media pour une Afrique souveraine et unie.